et bienvenue sur Phare Data, la chaîne qui éclaire vos données. Dans l'océan de données, voir clair change tout. Sur Phare Data, on décrypte les services de données, d'analytics et d'IA, le tout avec un ton accessible, des choix techniques assumés et une touche d'air marin. Que vous soyez architecte, analyste, data engineer, product owner ou simplement curieux, Phare Data vous accompagne pour comprendre les enjeux réels, éclairer les compromis et prendre de meilleures décisions et parfois avec le cri des mouettes en bruit de fond. Si ce genre de contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Cap sur l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Émilie et Fred pour partager quelques-unes des nouveautés qu'on a sélectionnées lors de la FabCon 2026 à Atlanta. Hier, nous étions à Paris dans les locaux de Microsoft pour présenter ces mêmes démonstrations à la Fabric Roadshow. Every organization has data, but not every organization is ready for AI. Welcome to the Microsoft Fabric Roadshow. Avant de rentrer dans le vif du sujet et des super démos, Fred, Émilie, est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes, ce que vous faites ? Oui, donc enchantée, Émilie Beau. Alors moi, je suis Solution Engineer sur toute la stack Data et Analytics Microsoft et donc j'accompagne des grands comptes Microsoft d'un point de vue technique sur tous ces sujets. Et bonjour tout le monde, Fred Agisbert, moi je suis Partner Solution Architect, donc sur tout le périmètre Data IA et j'accompagne les partenaires sur l'implémentation des projets chez nos clients. La FabCon a eu lieu à Atlanta il y a environ 2 semaines et pour la première fois, elle a réuni 2 communautés, à savoir la communauté SQL et celle de Fabric. Il faut savoir que pour les prochains événements, il se pourrait bien que les 2 communautés soient toujours réunies. Il y a eu plus de 8000 participants, ce qui en fait le 2e plus gros événement Microsoft communautaire. Est-ce que vous connaissez le premier, Émilie, Fred ? Eh bien, je crois que c'est l'Ignite. Et en effet, c'est l'Ignite avec, je crois, 15 000 participants. Mais bon, 8 000, c'est quand même assez impressionnant. On peut rappeler que Power BI a bientôt 10 à 11 ans, je crois, et que Fabric a plutôt 2 ans. Et ils ont profité de la FabCon pour rappeler quelques reconnaissances, et notamment celle du Gartner, aussi bien sur les parties data intégration, database, AI et business intelligence, et les quelques reconnaissances aussi du Forrester, notamment sur la partie real time. Alors, on a décidé, puisqu'on n'avait pas forcément suffisamment de temps pour présenter toutes les nouveautés, d'en sélectionner certaines. On va aussi s'appuyer sur le framework Fabric IQ pour les présenter à différents niveaux. On va commencer par l'unification des données, puis leur processing pour arriver aux connaissances et aux fameux data agents. On travaille chez Microsoft, ce qui nous a permis d'avoir en avance de phase l'accès à certaines fonctionnalités, ce qui nous a permis aussi de créer nos propres démos et de ne pas vous présenter les mêmes démos qui ont été jouées lors de l'événement. On va essayer d'y inclure aussi quelques retours d'expérience en utilisant ces nouvelles fonctionnalités. Alors, l'IA n'est performante qu'avec des données et un contexte de qualité. La fondation dans le framework Fabric IQ, c'est l'unification de votre patrimoine de données. Dans Microsoft Fabric, c'est au travers du One Lake qu'on évoque cette fondation. On l'appelle souvent le OneDrive, mais pour vos données d'entreprise. L'idée est simple, proposer un data lake unique pour toute l'organisation, scalable à l'infini et reposant sur des formats de stockage ouverts. La donnée n'est pas dupliquée, mais pourtant elle est accessible par l'ensemble des workloads. On dit que c'est la fin des silos techniques. Le One Lake, il est bien évidemment sécurisé. Les utilisateurs peuvent facilement trouver la donnée dont ils ont besoin, tandis que les équipes IT conservent un haut niveau de sécurité, de gouvernance, de conformité avec des outils qui sont déjà intégrés dans la plateforme. En résumé, le One Lake apporte une fondation unique, gouvernée et ouverte, sur laquelle tous les workloads Fabric peuvent s'appuyer pour accélérer les projets data et d'IA. Alors, partager la donnée dans le One Lake, c'est aussi simple que de partager la donnée dans le OneDrive. Grâce au raccourci, les données peuvent être analysées sans être importées, que ce soit on-premises ou dans d'autres cloud providers. On peut citer que grâce au mirroring, les données sont répliquées et maintenues à jour en quelques clics. On peut aussi rappeler que le stockage de ces données est gratuit et dépend du SKU, par exemple avec une capacité de F64, ça nous permet de disposer de 64 Tera gratuits, ce qui est assez conséquent. Donc, on réduit la complexité d'accès et d'intégration aux données.
On évoque souvent le OneLake comme un hub de data virtualisation qui devient un point de convergence multi-cloud. Alors, les collecteurs, il y en a de plus en plus, ils se multiplient. On peut citer le GA de SAP Datasphere, de Oracle, et on a annoncé à la FabCon un certain nombre de nouveautés, notamment sur Azure Monitor et Dremio. On retrouve ici la liste complète des différents connecteurs, et on peut citer la GA en bidirectionnel de Snowflake et la preview de Databricks, qui va nous permettre à Databricks de se connecter aux données stockées dans le OneLake directement et simplement. On va voir des démos avec notamment le SharePoint List en mirroring. On va voir aussi des démos sur l'accès via des shortcuts à des fichiers Excel. Et on peut aussi rappeler une des nouveautés qui a été annoncée, qui est celle de l'extension du mirroring, avec notamment le support en preview du Delta Change Data Feed, qui va nous permettre d'écouter en temps réel toutes les modifications faites sous mes bases de données liées au mirroring, ou encore quelques nouveaux partenariats dans l'open mirroring tels que Informatica. Alors les shortcuts, qui sont des raccourcis et qui offrent un accès aux données sans nécessiter la création d'une pipeline d'intégration complexe, ils peuvent être également enrichis par certaines transformations. Mais on va garder ces données toujours synchronisées, toujours à jour. Donc on peut citer la GA de ces shortcuts transformation. Et si on a des fichiers non structurés tels que des avis clients, des emails, vous pouvez appliquer des transformations d'IA intégrées telles que la traduction, l'analyse de sentiments, la détection de données sensibles, le masquage de données. Bref, un certain nombre d'enrichissements que vous pouvez apporter on top de vos données et qui vous permet après coup d'avoir une table au format Delta toujours à jour. Alors, on va prendre un cas d'exemple à se placer dans une entreprise Fardata qui commercialise des produits bretons. Alors Fardata, qui est un détaillant en ligne, qui a bien évolué, mais qui rencontre aujourd'hui certaines limites. Les données et les outils sont fragmentés, l'intégration de nouvelles données s'avère complexe et coûteuse, et en conséquence, l'entreprise prend des décisions lentes et peu fiables et elle n'est pas prête à intégrer l'AI. Alors on va découvrir comment Fardata va transformer sa plateforme de données grâce à Microsoft Fabric dans l'objectif de conquérir le monde. Alors, je suis ici dans Fabric, je suis ici dans une SQL database dans Fabric, j'ai un certain nombre de produits déjà disponibles que je vends. J'ai ici un accès à mon OneLake à travers de mon Lakehouse et je vois un certain nombre de sources déjà référencées, mais comme beaucoup d'entreprises, j'ai aussi beaucoup de données dans Excel. Alors, j'ai ce fichier Excel qui est classique, dans lequel j'ai aussi des formules. Je vais vouloir créer un shortcut sur ce fichier Excel stocké dans un SharePoint. Donc, je crée mon nouveau shortcut de type table. Ici, je vais choisir dans quel dossier ce fichier Excel existe. Je pourrais en avoir plusieurs. Et ici, il va me proposer déjà de sélectionner l'entête comme nom de colonne de ma future table et de pouvoir choisir certaines feuilles qu'il va pouvoir combiner ou pas. Et ici, je vois clairement la transformation Excel Delta Table. La synchronisation s'effectue et en quelques temps, je vais pouvoir analyser cette nouvelle table. Maintenant, si j'ai des actualisations de cette table, elles seront bien évidemment synchronisées. Mais la question que tout le monde se pose, c'est si je change, par exemple, le nom d'une colonne, qu'est-ce qui va se passer? Ici, ce qui est intéressant, c'est que je retrouve aussi le nom de la feuille, le nom du fichier. Voilà. Donc, testons le fait de modifier, de rajouter ici une nouvelle colonne, de changer le nom d'une colonne existante pour voir comment ça réagit. La synchronisation a déjà détecté qu'il y avait des changements. Ça s'opère pour moi automatiquement. Et je vois donc mon ancienne colonne qui est vide, la nouvelle year 2 qui est pleine, et j'ai aussi ma nouvelle colonne test. Maintenant, j'ai des données non structurées qui concernent des avis de clients sur mes produits. Est-ce qu'on en parle de bien de mes produits ou pas? Vous imaginez l'analyse que je vais en faire de ces différents fichiers de texte non structurés, qui sont aussi dans différentes langues. Et donc ici, je vois que je vais pouvoir enrichir mes données non structurées par une analyse de sentiments très simplement.
chaque nouveau fichier sera synchronisé. Je vois ici le résultat. J'ai dû m'allonger après une bouchée. Je suppose qu'on parle de Kouign-Amann, mais on sait que le Kouign-Amann, c'est bon quand il y a du beurre, donc c'est finalement pas très grave. Autre source de données assez commune chez nos clients, j'ai des données dans une SharePoint list, ici en l'occurrence des promotions. Ce que je vais vouloir faire ici, c'est non pas un shortcut, mais créer un mirroring. Et on retrouve ici la liste des possibilités en termes de mirroring. Je retrouve ma SharePoint list. Je vais donc choisir dans quelle SharePoint list ma donnée que je souhaite répliquer et donner le nom à ma table. Le mirroring est actif et les nouvelles lignes seront automatiquement répliquées dans ma base de données en miroir. Maintenant que j'ai ces différentes sources de données, je vais pouvoir les requêter, créer des requêtes pour les corréler, etc. Mais ici, en l'occurrence, je vais choisir de créer un modèle pour après créer des visuels et après utiliser la fonctionnalité translytical qui est en JA depuis la Fabcon. Je crée ici mon sémantique modèle. Je vais chercher les données sans quitter l'interface sur mon lakehouse. Je reprends les tables qui m'intéressent. Je vais donc être connecté ici en direct lake. Pas besoin de rafraîchir mon sémantique modèle. J'aurai toujours les dernières données à jour. J'ai ici rajouté la table promotion. Maintenant, je souhaite rajouter une dimension date, comme souvent. Et là, en l'occurrence, je vais choisir depuis la galerie TMDL un bout de code TMDL et ça me permet de montrer ici une nouveauté, le TMDL View depuis l'interface graphique. Comme ceci, je vais pouvoir créer ma nouvelle table qui est en mode import, celle-ci. Et donc, on voit aussi une nouveauté, composite modèle entre Direct Lake et mode import directement depuis l'interface. Je vais au-dessus d'une table qui est en Direct Lake pouvoir créer des nouveaux colonnes calculées. Ça, c'est aussi une nouveauté. Alors, rappelons qu'il est toujours pertinent de faire les choses le plus tôt possible, mais ça peut être intéressant dans certains cas, ici, d'avoir les colonnes calculées disponibles sur des données en Direct Lake. Je rajoute ma dernière table sur les produits provenant de mon SQL Database. Je suis ici toujours en Direct Lake. Maintenant, je vais pouvoir passer à la partie visualisation et créer un rapport au-dessus de mon sémantique modèle ici en utilisant l'assistant copilote. Je lui demande de créer un rapport sur l'analyse de mes produits, de mes ventes, des sentiments, des catégories, etc. Mon rapport est créé, j'analyse mes sentiments, les commentaires, j'analyse mes ventes, etc. Je vois notamment différentes catégories. Une autre nouveauté qui a été annoncée, c'est la possibilité de changer le mode de calcul des totaux sur une table, ce qui était très entendu par nos clients. Maintenant, passons à la partie translytical qui est en JA. Et donc, ça passe par la création d'une user data function sur laquelle je vais créer une connexion vers ma SQL database. Et ça va me permettre, comme ceci, en lui passant en paramètre la catégorie, le produit, d'updater la catégorie d'un produit que j'aurais sélectionné. Je montre au passage l'input slicer qui est aussi en JA depuis peu et qui va me permettre de renseigner à la main depuis l'interface de mon rapport le nom de ma nouvelle catégorie. Ici, j'ajoute mon UDF et en paramètre, donc la chaîne de connexion vers mon input slicer et une mesure qui va me permettre de choisir en fonction de la catégorie celle sélectionnée. Et donc comme ceci, je vois ici la box poisson d'avril qui est connectée à la catégorie poisson. Je veux renommer poisson en déco, donc changer le nom de la catégorie. Et ici, j'ai exécuté. Pas besoin de rafraîchir le sémantique modèle puisque je suis en Direct Lake. Je vois directement l'information. Très bien, avançons. Maintenant, l'entreprise est cotée en bourse. Il y a besoin de gouvernance et de sécurité. Ça tombe bien, il y a quelques nouveautés qui ont été présentées à la Fabcon sur le sujet, et notamment au travers du OneLake Catalogue. Ici, je vais pouvoir voir la classification de mes différents objets à l'intérieur de Fabric. En tant qu'administrateur, je vais pouvoir voir les domaines sur lesquels il y a moins de classification. Et donc, comme ceci, je vais pouvoir m'aider de copilote.
J'ai retrouvé le domaine dans lequel il y avait un manque de classification de données. Rappelons que la classification va me permettre notamment de faire du DLP, Data Loss Prevention, d'avoir côté PureView des policies, etc. Donc ça peut être pertinent hein, de classifier vos données. Autre nouveauté, toujours dans le OneLake Catalog, je vais avoir des informations beaucoup plus précises sur mes sémantiques modèles et je vais pouvoir aussi demander à Copilot de me décrire ce qui va me permettre ici de mon sémantique modèle, ce qui va me permettre après de mieux le retrouver, par exemple. Sur le Lakehouse, ça va me donner aussi plus d'informations sur mes tables, les colonnes, des commentaires. Et je vois ici notamment des données sur le Social Security Number, des données peut-être importantes que je ne devrais pas donner accès à tout le monde. Ça tombe bien, sans quitter l'interface encore une fois du OneLake Catalog, dans la partie sécurisation, je vais avoir un accès central pour gérer toute la sécurité de mes objets, et notamment le colonne level sécurité qui est aussi en GA depuis peu. Comme ceci, je vais pouvoir créer un nouveau rôle dans lequel je vais ajouter Éric Charbonnier parce que j'ai pas envie qu'il ait accès à cette colonne-là. Et donc comme ceci, j'ai simplifié, j'ai sécurisé ma donnée. Maintenant, l'usage de Fabric évolue dans mon organisation. J'ai de plus en plus de capacités. Je vais vouloir monitorer en temps réel leur usage. Ça tombe bien, j'ai des nouveaux events en temps réel que je vais pouvoir monitorer, comme le Capacity Event Overview qui est en GA. Et très bientôt, on va voir les Capacity Operation Event qui vont me permettre d'être encore un peu plus granulaire sur les événements au-dessus de mes capacités. J'ai les workspaces, des fois qui consomment un peu trop de ressources. Ici, via le Workspace Level Surge Protection, je vais pouvoir limiter ce qu'ils vont pouvoir consommer. Je vais aussi pouvoir donner une catégorie à certains workspaces, mission critical, qui seront du coup pas limités par ce paramètre. Capacity Overage Billing, très intéressant. Plutôt que doubler le coût de ma capacité peut-être pendant un temps donné, je vais ici activer le Capacity Overage qui fait que j'aurai plus de throttling. Je vais pouvoir comme ceci consommer un certain nombre de CU on top du coût de ma capacité et c'est la fin du throttling, des ralentissements. Je vais pouvoir payer on top un certain nombre de CU pour optimiser l'usage de ma capacité. On va regarder ici une démonstration. Je suis sur une capacité. Je vais ici autoriser 96 CU que je vais pouvoir consommer dans les 24 heures. Je pourrais très bien savoir combien ces 96 CU va me coûter en amont. Donc, je définis un seuil. Maintenant, je regarde ma capacité. Tiens, j'ai eu des pics de consommation. C'est peut-être encore une fois ce Éric Charbonnier qui a surconsommé et peut-être, ici on le voit, à travers du copilote. Donc, il a effectué pas mal d'activités. Maintenant, on se demande, est-ce que ça a eu un impact? On va regarder si ça a eu un impact en termes de rafraîchissement de mes sémantiques modèles. Il n'y a pas eu de rejection. Par contre, est-ce qu'il y a eu des interactive rejection? La réponse est, il y en aurait eu si je n'avais pas activé le capacity overage. Maintenant, on va regarder combien ce capacity overage m'a coûté. Et je vais avoir ici le détail sur le nombre de CU par seconde qui ont été consommés. On se pose tous la question maintenant, combien ça m'a coûté en termes d'euros. Et là, pour ce faire, je vais côté Azure, je vais côté Meters et je retrouve ce Meters Capacity Overage, Capacity Usage. Mais dans cette liste de Meters, il y en a certains qui sont intégrés au prix de ma capacité, d'autres ne le sont pas comme celui-ci. Ça peut être intéressant d'avoir une solution on top pour monitorer l'ensemble de vos coûts fabriques. Ça tombe bien. Il a été annoncé à FabCon ce Jumpstart qui référence un certain nombre de solutions qui sont prêts au déploiement. Et j'ai notamment une solution qui s'appelle Fabric Cost Analysis et qui, comme son nom l'indique, va nous aider dans la compréhension des coûts fabriques. Je retrouve ici cette solution. Je vais avoir le détail. OK, elle se connecte aux Azure Cost, aux réservations, aux quotas. Ces données sont enrichies pour me permettre après de les analyser au travers d'un data agent expert en FinOps ou de rapports. Donc vous pouvez l'installer. On peut aussi la retrouver dans le GitHub de la Toolbox, cette solution. Je l'ai déployée. Ça me permet de monitorer tous mes coûts. Je vois les coûts qui sont intégrés au prix de ma capacité. Je vois ceux qui sont on top, comme ce fameux Capacity Overage. Ça va me permettre aussi d'avoir le détail sur les activités, par exemple Copilot au travers
de leur usage sur mes X capacités, combien ça m'a coûté. D'avoir aussi l'information sur l'impact du pause. Le nombre de capacités augmentées, j'ai créé des réservations, ce qui me permet de diminuer le coût. Je vois où sont mes capacités, je vois leur usage, je vois aussi le détail de différentes opérations telles que, voilà, copilote par exemple. Ça m'a permis notamment d'apprendre qu'à un moment donné, mes réservations n'étaient pas totalement utilisées, c'est dommage. Ça m'a permis aussi de grandir sereinement puisque j'avais une visibilité sur les quotas, toujours utile. Donc en tant que CTO de Fardata, je peux dire que le OneLake qui m'a unifié la donnée, le catalogue renforce la gouvernance et la sécurité, et les nouveautés côté capacity management rendent l'exploitation beaucoup plus prévisible. L'ensemble offre aux utilisateurs et aux agents un contexte fiable et actionnable. N'hésitez pas à investir dans Fardata. Eh bien, on va continuer sur la partie process et toute la partie connaissance. Avec une petite nouveauté déjà pour commencer, plutôt à destination des administrateurs ou des utilisateurs plutôt avancés, avec ce qu'on a appelé les Agent Skills for Fabric. Alors, c'est quoi les Agent Skills? Ce sont des compétences que l'on va pouvoir fournir à des agents IA. Et ces agents IA, au travers de ces skills, vont pouvoir créer, interroger et gérer des objets fabriques, mais de manière complètement sécurisée et gouvernée. Alors, comment on va les utiliser? Eh bien, on va les utiliser au travers de GitHub Copilot CLI, d'outils comme VS Code Copilot, Claude Code, etc. Il y en a d'autres qui sont compatibles. Et chacun de ces skills va en fait être dédié à une action précise. On va utiliser les API Fabric derrière, en respectant les contraintes de sécurité, et on va pouvoir créer un workspace, attacher une capacité à un workspace, créer des lakehouse, exécuter des pipelines, etc. Et donc ensuite, un agent va pouvoir combiner plusieurs de ces skills pour pouvoir réaliser des scénarios complets de projets data. Autre nouveauté, là on va passer côté ingestion de données. Alors, les nouveautés côté ingestion de données, on en a eu pas mal et on en a eu une très intéressante côté notamment Azure Data Factory. On a annoncé dans Azure Data Factory un assistant de migration pour pouvoir migrer en quelques étapes les items depuis Azure Data Factory vers Fabric Data Factory. Et pour ça, on a un nouveau petit bouton côté Azure Data Factory pour pouvoir migrer les pipelines, les datasets, les data flows et même les mapping data flows. Alors, on va regarder comment ça se passe en démonstration. Là, je suis du coup côté Azure Data Factory. Je vois à gauche que j'ai 4 pipelines à migrer. Et donc, j'ai ce petit bouton pour pouvoir lancer cet assistant de migration. Ici, je vois un assessment qui est fait pour pouvoir identifier la compatibilité de mes différentes étapes avec notamment Fabric Data Factory. Je vais sélectionner le workspace dans lequel je vais faire atterrir mes différents pipelines. Et ensuite, je vais repasser côté Fabric pour pouvoir terminer la configuration de cette migration. Donc là, je retrouve mes datasets, mes data flows, mes pipelines que je suis en train de migrer. Je retrouve le détail de mon assistant de migration. Et ce que je vais faire, c'est du remapping des chaînes de connexion. Donc, soit le mapping est fait automatiquement, soit j'ai besoin de le refaire manuellement. Ensuite, j'ai plus qu'à sélectionner un dossier pour pouvoir héberger ces différents pipelines. Et l'assistant de migration se lance et donc va transcoder le code Azure Data Factory vers Fabric Data Factory. Et donc, je vais me retrouver avec exactement le même pipeline que j'avais côté ADF, mais cette fois-ci, vraiment au sein de l'interface Azure Fabric Data Factory. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a annoncé une nouveauté côté pipeline au niveau des activités. Une nouvelle activité SSIS pour pouvoir invoquer un package SSIS. En paramétrant un accès vers un lakehouse qui contient des packages SSIS, on va pouvoir exécuter tout notre historique, tout notre patrimoine de transformation au travers des SSIS. Donc, ultra pratique si vous n'avez pas encore eu l'occasion finalement de faire la transition entre SSIS et les nouveaux outils d'ETL côté Fabric. Vous avez la possibilité de continuer à les exécuter au travers de cette nouvelle action. Et bien sûr, je termine par la partie mapping data flow dont je parlais tout à l'heure, avec cette capacité aussi de les migrer. Donc là, pareil, je vais sélectionner un mapping data flow,
je vais faire le mapping côté chaîne de connexion. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais me retrouver côté fabrique avec exactement la même interface, la même expérience des mapping data flow que celle que je pouvais avoir côté Azure Data Factory. Donc, vous voyez ici que je suis vraiment exactement dans la même configuration. Je peux venir rajouter différentes transformations de données. Et donc, une fois que mon pipeline a été migré, je me retrouve avec mon pipeline historique qui était sur Azure Data Factory, que je vais pouvoir enrichir avec les nouvelles actions qui sont disponibles aujourd'hui côté Fabric Data Factory. On continue au niveau des nouveautés avec cette fois-ci des nouveautés côté transformation de données. Alors, ce n'est pas une nouveauté en tant que telle, ce sont les Materialized Lake Views, qu'on appelle en raccourci les MLV, qu'on a annoncé en General Availability. Ces MLV, à quoi ça va servir? Eh bien, ça va tout simplement nous permettre de simplifier les transformations de données dans des architectures Lakehouse. Dans le sens où ça va nous aider à faire des transformations pour faire passer des données d'une étape à une autre. Par exemple, si on parle d'une médaillon architecture, de passer d'une étape bronze à une étape silver, puis d'une étape silver à une étape gold, mais de manière plus simple, sans avoir à mettre en place des pipelines, des data flows. Et ces transformations, effectivement, on peut les faire avec d'autres types de workload fabrique, mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des transformations de type code déclaratif, donc c'est du code que l'on va réaliser dans des notebooks fabrique, soit en Spark SQL, soit en Python, et qui ont l'intérêt de pouvoir persister ces vues en tant que table delta dans le Lakehouse. Donc, je vais créer ma vue telle que je souhaite la voir dans mon étape cible, et ensuite, cette vue sera persistée en tant que MLV au sein de mon Lakehouse dans une table delta. Ce qui va être très intéressant aussi, c'est la possibilité de pouvoir intégrer des contraintes de qualité de données directement dans la définition de ces transformations. Et donc, si ma règle métier n'est pas respectée, je vais pouvoir choisir soit de ne pas intégrer la donnée qui effectivement ne répond pas à cette contrainte, soit de mettre ma MLV en échec de façon à pouvoir corriger ces problématiques de data quality avant de la relancer. Dernier intérêt, c'est que je vais avoir un graphe visuel qui va me permettre de suivre les étapes de transformation et qui va permettre aussi le refresh séquentiel de l'ensemble du chaînage de mes MLV. Donc, je vais partir de ma source et ensuite, mes transformations vont se faire au fur et à mesure, de manière séquentielle, sur la définition de mes différentes MLV. Alors, on va voir tout ça en démonstration. Donc là, je suis dans un environnement dans lequel j'ai fait un mirroring sur une table PostgreSQL d'une table client sur laquelle j'ai des problématiques de qualité, notamment par exemple ici des numéros de téléphone qui me manquent. Eh bien, je vais aller au niveau de mon Lakehouse et je vais venir sélectionner l'option Materialize Lake Views. Le fait de sélectionner cette option, ça va m'ouvrir du coup, comme vous l'avez compris, un notebook. Et dans ce notebook, ici, j'ai choisi de faire ma MLV en Python. Je vais commencer par définir ma MLV, donc je vais lui donner un nom, un commentaire. Je vais définir les différentes colonnes que je souhaite voir apparaître dans ma nouvelle vue. Et surtout, c'est là que je vais définir mes contraintes de qualité. Par exemple, ici, si le numéro de téléphone n'est pas présent dans la ligne que je souhaite insérer, à ce moment-là, je n'insère pas cette ligne. Ces contraintes de qualité, je vais pouvoir en faire différemment. Je vais pouvoir checker si j'ai un code pays dans une liste. Je vais pouvoir faire une expression régulière. Je vais pouvoir vérifier la présence d'une donnée à partir d'une base d'une autre table en réalisant une requête SQL. Bref, j'ai plusieurs façons de définir ces contraintes de qualité. Et comme je vous le disais, on peut le faire en Python, mais on peut le faire aussi en Spark SQL. Donc là, de la même façon, je crée ma Materialized Lake View. Ensuite, je vais faire comme un CITAS, je vais définir le select pour définir les colonnes que je souhaite voir dans ma vue. Et je vais venir positionner mes contraintes de qualité, mes checks de qualité au niveau de cette MLV. Une fois que j'ai réalisé mes différentes MLV, je reviens au niveau de mon option Materialized Lake Views et je vais dans la partie Manage pour pouvoir accéder à ce fameux lineage. Et là, je vais avoir une petite icône de type triangle
quand il s'agit de mes tables sources. Et lorsque je vois une Material Lake View qui a été créée, je vois une petite icône de type éclair. Donc là, je vois que j'ai réalisé 2 MLV en séquence pour pouvoir traiter, transformer ces données. Et de cette façon, je vais pouvoir visualiser vraiment l'enchaînement des évolutions de ma donnée et des transformations que j'ai pu y faire avec ces différentes MLV. Je vais pouvoir scheduler donc l'ensemble du déclenchement de ces transformations et qui vont pouvoir être réalisées de façon delta, c'est-à-dire je vais pouvoir venir mettre à jour uniquement les données qui ont changé au niveau de la source de données. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que je vais avoir tout un reporting pour pouvoir suivre justement les données qui n'ont pas pu être intégrées au travers de ces contraintes de qualité de données. Par exemple, ici, je vois le nombre de lignes qui ont effectivement été insérées et le nombre de lignes qui ont été rejetées parce qu'elles n'ont pas répondu aux contraintes de sécurité, de qualité. Je vais aussi pouvoir visualiser quelles sont finalement les tables qui ont eu le plus de lignes rejetées par rapport à ces contraintes de qualité. Et je vais également pouvoir voir quelles sont les contraintes en tant que telles qui se sont vues voir le plus de rejets. Donc, quelles sont les contraintes les plus drastiques finalement pour lesquelles j'ai le plus à travailler au niveau de la qualité de mes données en amont. Donc, une fonctionnalité très intéressante, encore une fois, qui est passée en General Availability. Et on va terminer par une très grande nouveauté qu'on a annoncée aussi lors de cette FabCon. Là, on va passer plutôt sur la partie analytique où finalement, les plateformes analytiques aujourd'hui, comme Fabric, on les utilise beaucoup pour comprendre ce qui s'est passé sur son business. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Avec bien sûr toute la partie Real-Time Intelligence, on est en capacité de surveiller ce qui se passe en temps réel sur son business et de pouvoir suivre à l'instant T ce qu'il se passe. Mais finalement, quand on arrive en matière de planification, on se retrouve souvent sur des outils qui sont déconnectés, des processus manuels, souvent de la saisie manuelle dans des fichiers Excel ou dans des outils EPM séparés. Et ça va nécessiter de faire des extractions, des copies et finalement beaucoup de réconciliation manuelle. Et le problème, c'est que la planification, elle doit être absolument connectée aux données opérationnelles et au reporting qu'on en fait pour pouvoir justement ajuster ces plans quand les données réelles évoluent. Et donc, si on a des fichiers Excel statiques ou des outils déconnectés, on a vraiment des difficultés à avoir une vision vraiment fiable et à jour de ces projections. C'est pourquoi on a annoncé une nouvelle capacité au sein de Fabric qui s'appelle Fabric Plan. Et cette nouvelle capacité, elle va justement nous permettre de faire de la planification d'entreprise. On va pouvoir créer des objectifs, créer des budgets, faire des prévisions. On va pouvoir définir des scénarios optimistes, des scénarios pessimistes, du what if. Et surtout, on va pouvoir comparer les plans par rapport aux données actuelles. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que toutes ces planifications, on va pouvoir les renseigner, les écrire, les créer directement au sein de Fabric sur la plateforme de données et ensuite les persister au sein de Fabric, aux côtés de nos données analytiques. Alors concrètement, Plan, ça fait partie du workload IQ. Et ça vient d'un éditeur qui s'appelle Lumel, qui est spécialisé dans tout ce qui est planification et pilotage de la performance. C'est une fonctionnalité en no-code, donc on fait vraiment de la saisie manuelle comme on pourrait la faire dans Excel. On va saisir donc ses prévisions, ses budgets et surtout, on a axé ça sur la collaboration de façon à pouvoir offrir un outil qui soit le plus collaboratif possible, permettant à plusieurs personnes de définir ses objectifs, ses plans. Une petite démonstration pour rendre tout ça concret. Donc ici, je suis un manager commercial et du coup, mon CEO m'a demandé de soumettre un plan pour atteindre un revenu de 19 milliards de dollars en 2026. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Plan et je vais créer une planning sheet. Cette planning sheet, je vais la connecter à mes données, donc mes données sur les derniers quarters. Ici, je suis sur un modèle sémantique dans lequel je vois ventiler les catégories de produits sur les différents quarters de l'année 2025. Eh bien, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir me rebaser sur ces données
pour pouvoir effectuer mes projections futures. Donc, je vais copier mes données 2025 et je vais venir les réajuster directement en saisie ici. Donc, par exemple, je vais venir prendre une catégorie de produits à fort potentiel. Je vais lui rajouter un 14%. Donc là, on voit bien que je double-clique dans la cellule et je viens directement rajouter un pourcentage supplémentaire en saisie directement dans ce tableau. Je vais pouvoir aussi, par exemple, pour une catégorie de produits que je lance récemment, venir directement me donner un objectif chiffré à 45 millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, je vais loquer l'ensemble de ce que j'ai déjà travaillé en termes de projection et je vais mettre mon objectif global qui est mes 19 milliards de façon à ce qu'il reventile l'ensemble de ces objectifs sur les catégories de produits que je n'ai pas encore redéfinis manuellement. Je vais pouvoir notifier mon manager de ce plan et ensuite je vais pouvoir lui proposer ces fameux scénarios plutôt optimistes ou pessimistes. Donc pour ça, je crée un scénario dans lequel je vais avoir un curseur qui va me permettre d'aller ajuster plutôt à la hausse ou à la baisse les objectifs que je suis venu définir. Et donc de cette façon, de manière très simple, j'ai la possibilité de me créer ces différents scénarios pour les soumettre à mes collègues. On a également une vue ici que l'on voit au travers de ce map, où je vais pouvoir voir la ventilation de ces différents objectifs et tout ce que je vais modifier ici dans cette vue sera répertorié bien sûr au niveau de ma vue tableur. Ici, comme je vous le disais, on est sur du collaboratif. Donc, je vais pouvoir ajouter des commentaires, je vais pouvoir ajouter un statut, une due date et bien sûr un responsable, pouvoir définir une personne qui sera responsable de la définition d'un objectif. Je vais pouvoir mettre des contraintes de sécurité pour que n'importe qui n'ait pas accès à cette working sheet. Et surtout, je vais pouvoir derrière monitorer qui est venu ajouter quelles données, modifier quelles données sur cette planning sheet. Ensuite, je vais persister ces données au sein d'une table fabrique. Et donc, l'ensemble de la planification que j'aurai réalisée manuellement sera enregistré dans cette table qui est disponible au sein de la partie SQL dans Fabric. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir l'utiliser avec l'ensemble des autres workloads. Par exemple, si j'utilise IQ au niveau de mon ontologie, je vais permettre à mes agents, à mes copilotes de venir interroger à la fois mes données historiques et de pouvoir les confronter à mes objectifs, à mes planifications futures sur 2026. Donc voilà pour ces belles nouveautés côté Fabcon, côté analyse et process. Super, merci. Super, merci Émilie, merci Romain. On va continuer sur la présentation des nouveautés. Donc on va remonter un petit peu dans les couches. Là, on va pas mal parler de Fabric IQ et d'une autre partie qui est un peu moins connue à présent, c'est les applications dans Fabric. Donc vous avez beaucoup entendu parler d'IA et que l'IA sans la data, ça fonctionne pas très bien aujourd'hui. Il faut comprendre que sur cette place de la donnée au service de l'IA, le temps réel va prendre beaucoup plus de place et on s'aperçoit avec tous les use cases, les cas d'usage que l'on a chez nos clients, on a de plus en plus de volonté d'aller chercher la donnée au plus près des systèmes en amont, bien évidemment de la récupérer, de s'y connecter et de prendre des décisions sur cette donnée. Mais tout ça reste un peu technique et souvent trop technique et on a besoin de rajouter cette couche métier au-dessus de toutes ces événements et ces données techniques que l'on va récupérer pour faire ce dernier kilomètre et amener justement cette observabilité, cette décision jusqu'au métier. Okay. Et donc on a besoin de simplifier cette trajectoire vers le métier. Donc la brique temps réel dans Microsoft Fabric prend de plus en plus de place dans les architectures d'entreprise. Donc on va faire le focus sur quelques nouveautés. Il y a eu énormément de nouveautés qui ont été annoncées sur la brique temps réel. On va faire le focus sur 3 grandes nouveautés. Alors la première, c'est l'enrichissement des connecteurs. Quand on parle de temps réel, on pense souvent à des plateformes type Solas, type Confluent, avec qui nous avons de très bons partenariats pour se connecter justement de notre plateforme temps réel à leur plateforme temps réel. Mais de plus en plus, on est en train d'enrichir
notre propre plateforme Thorel avec énormément de connecteurs. Donc, je ne vais pas tous les citer, vous avez la liste à l'écran, et on a annoncé pas mal de connecteurs, même pour des produits tels que Salesforce, Snowflake, ServiceNow, où on va pouvoir aller capturer des transactions et capturer des événements pour les injecter directement dans notre plateforme. La deuxième annonce, qui pour moi est assez majeur aussi, c'est ce qu'on appelle le Custom Stream Connector. Ça peut paraître un peu barbare, mais c'est cette capacité que vous allez avoir, si le connecteur n'existe pas dans la bibliothèque Fabric, de créer votre propre connecteur sur un standard qui est Kafka Connect. Donc c'est un standard qui est assez partagé par plusieurs éditeurs, et vous allez pouvoir coder, paramétrer votre propre connecteur et l'uploader directement dans les interfaces Fabric. Et à partir de là, l'utiliser en source d'un event stream au même titre qu'un connecteur qui est managé par Microsoft. La troisième information qu'on voulait vraiment mettre en avant, c'est ce qu'on appelle les business events. Les business events, ça a été annoncé justement à la FabCon, donc c'est en public preview aujourd'hui. Ça va vous permettre de transformer un ensemble de signaux très techniques, des transactions, des événements qui arrivent sur des Event Hub, sur des Hub Kafka ou autres, en des événements métiers. Par exemple, vous pouvez dire, j'ai tout un tas d'événements qui se sont faits dans mes systèmes en amont, peut-être dans plusieurs systèmes, un système SAP, un système Salesforce et autres, qui représentent, je ne sais pas, l'édition d'une facture. Et donc, vous allez pouvoir corréler tous ces événements entre eux et vous dire, si ce schéma est respecté, alors la sortie de mon event stream est aussi un business event de type la facture a été émise. Et à partir du moment où on a cet artefact qui a été créé, donc c'est un vrai objet au sens Fabric, on va pouvoir y associer des alertes, par exemple, via notre service d'activateur ou autre, pour déclencher des choses, déclencher des mails, déclencher des publications Teams, déclencher des notebooks ou autre événement dans la plateforme. Donc voilà, donc c'est vraiment cette transition entre des éléments qui sont très techniques en amont et on va les transformer en ces fameux business events. On va s'arrêter là sur le temps réel en tant que tel. Vous avez énormément d'annonces qui ont été faites. On va s'intéresser maintenant à toute l'ensemble IQ, donc l'ensemble de connaissances. On va dire Fabric IQ comme l'ensemble des connaissances qu'on a dans la plateforme Fabric. Vous savez que l'ADN de Fabric, c'est d'unifier les données sur une même plateforme. Ça, c'est vrai. Donc, on essaye justement de connecter cette plateforme sous la forme d'un data hub dans l'entreprise. Donc, on essaie de la connecter nativement ou en dupliquant la donnée dans Fabric ou et l'a très bien dit Romain, ou en faisant de la virtualisation de données via des shortcuts sur des choses qui restent dans le SI du client. Et à partir du moment où on a connecté cette plateforme au SI d'entreprise, on va aller raisonner à l'intérieur de cette plateforme sur des projets de données qui peuvent être du mesh, qui peuvent être du médaillon, qui peuvent être plein de choses. C'est pas parce qu'on a fait un data hub en centrale que derrière on est obligé de se limiter à ce data hub. Donc ça c'est très bien, mais comment est-ce qu'on va un peu plus loin en disant maintenant que cette plateforme est connectée, comment on met à la disposition facilement les données qu'il y a à l'intérieur à nos métiers. Et c'est là où tout Fabric IQ, on l'appelle comme ça, les bases de connaissances au sens large Fabric, ont beaucoup de valeur. Donc vous voyez, ça englobe un certain nombre d'artefacts propres à la plateforme Fabric. On va retrouver les modèles sémantiques, on va retrouver les digital twins, donc ces jumeaux numériques dans de potentiels systèmes qui vont avoir leurs jumeaux numériques directement dans la plateforme. Cette notion de graphe, où tout n'est pas table ou vue, mais on va aussi avoir des relations sous la forme de graphes. Les cartes, les data agents, les operational agents, on va voir tout ça juste après, mais aussi l'ontologie. L'ontologie, ça va être cette notion de domaine de connaissances que vous allez mettre à disposition d'agents ou directement de métiers pour parcourir plus facilement les informations que vous avez à l'intérieur de notre entreprise. Donc, c'est quoi cette ontologie ? Globalement, dans votre entreprise, vous allez avoir un certain nombre d'entités. C'est très propre
à beaucoup d'entreprises. C'est pour ça qu'on n'arrive pas avec un concept très défini de l'ontologie, mais vous allez pouvoir l'adapter à votre modèle d'entreprise. Donc, un certain nombre d'entités, certains vont s'y retrouver, des produits, des distributeurs, des clients, des inventaires et autres. Ces produits sont des entités et ils vont être liés entre eux par tout simplement des relations. Donc, c'est cette modélisation qui va vous permettre d'avoir ce modèle d'ontologie en reliant les entités entre elles via des relations. Bien évidemment, toutes ces entités vont aussi porter un certain nombre de propriétés, porter un certain nombre d'attributs qui vont permettre de définir les entités, mais auxquels aussi vous allez rattacher un certain nombre d'actions qui sont propres à vos entités. Par exemple, ici, le transform. Tout ça pourquoi? Pour résoudre et participer à un certain nombre d'objectifs métiers que vous allez fixer. C'est là où de plus en plus on dit que les sociétés doivent devenir data-centriques parce qu'on va apporter la donnée jusqu'au métier pour leur permettre ou de cette donnée d'en faire un produit d'entreprise à part entière, et là l'ontologie peut avoir beaucoup de sens dans cette notion, ou ce produit peut aussi rendre un de vos produits historiques d'entreprise très premium parce qu'on va rajouter de la donnée, on va rajouter de la valeur à ce produit historique. Donc voilà, ça participe à toute cette notion. Donc la première chose qu'on a annoncée, c'est la General Availability, donc la possibilité d'utiliser en production toute cette notion de graphe. D'accord. Donc tous les graphes, le nouveau moteur de graphes que l'on a à l'intérieur de Fabric peut aller en production. Donc c'est un moteur qui est très puissant, qui est issu de l'engineering LinkedIn, avec qui on a travaillé pour intégrer ce moteur directement dans Fabric. Donc ça, c'est en production aujourd'hui. Au-dessus du graphe, vous allez avoir l'ontologie qui, elle, reste en public preview, et on va avoir d'autres annonces qui vont être faites dans les mois qui viennent. La deuxième General Availability, c'est toute la partie cartographie. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va ramener cette notion de cartographie très poussée maintenant en tant qu'un artefact propre. Donc vous n'êtes pas obligé de dépendre, par exemple, d'un type de graphique dans Power BI ou autre. Vous allez pouvoir créer un artefact de type carte qui va vous permettre d'empiler les couches directement dans cette cartographie pour représenter différentes informations qui proviennent de plusieurs sources, plutôt d'un lakehouse, directement du OneLake, ou potentiellement d'une base qui va être très orientée time series sur un Eventos ou autre. Donc vous allez pouvoir faire des représentations assez poussées sur cette notion de cartographie. La partie la plus émergente, on va dire, de ce Fabric IQ, est tout ce qui est sur la notion d'agent. Donc vous avez deux grands types d'agents dans Fabric aujourd'hui, les data agents et les operation agents. Donc une des énormes nouveautés de la FabCon, c'est que nos data agents aujourd'hui sont General Availability, donc utilisables en production. C'était très attendu par nos clients. Qu'est-ce que c'est un data agent? C'est un agent conversationnel que vous allez pouvoir créer au-dessus de vos données. Donc vous allez pouvoir lui rattacher un certain nombre de sources de données, que ce soit des lakehouse, des eventos, des warehouse, de l'ontologie, un grand nombre de sources de données. Vous allez pouvoir le verticaliser avec un certain nombre d'instructions. Donc ce data agent, par exemple, est spécialisé dans les relations marketing, les relations de vente et autres. Et en plus, vous allez pouvoir détailler au sein même d'un data agent quelle sous-partie des données est directement utilisable depuis cette source ou depuis cette source. Donc c'est très 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 puissant. Donc ça, c'était très attendu, les data agents. Les data agents, c'est une conversation de l'utilisateur vers l'agent. Et à contrario, on a créé les operation agents, qui eux restent en public preview pour l'instant, qui sont une conversation de l'agent vers l'utilisateur. Donc c'est un agent qui va monitorer vos données, qui va, suivant des règles que vous avez créées et paramétrées, va monitorer les données et au déclenchement de ces règles, va avoir une interaction avec vous. L'interaction peut être par exemple sur un canal Teams, vous allez recevoir un message parce que justement les règles ont été
ont été validés et du coup un message vous a été envoyé pour vous alerter de quelque chose. Et à partir de là, vous allez ou réagir avec l'agent ou peut-être déclencher des outils liés à l'agent pour corriger des choses ou faire des interventions. Donc très intéressant, mais c'est plutôt une relation l'agent vers l'utilisateur. Alors on va passer sur un concept un petit peu différent et là où on ne nous attendait pas beaucoup dans Microsoft Fabric, c'est pourquoi pas votre capacité de créer votre propre, ce qu'on appelle workload, mais on va aller un peu plus loin, votre propre application directement dans Microsoft Fabric. Aujourd'hui, quand vous créez un rapport Power BI, un warehouse, un lakehouse, ce genre de choses, ce sont des workloads Microsoft. Donc on a annoncé, et pareil, en General Availability. Donc, pour moi, ça reste la plus grosse annonce qu'on a fait à la FabCon. C'est la possibilité d'aller en production avec vos propres applications, vos propres workloads à l'intérieur de Fabric. Donc, ça s'appelle le Fabric Extensibility Toolkit. Donc, tout est dans le nom. Vous allez pouvoir étendre les capacités de la plateforme Fabric avec vos propres applications, vos propres créations. On a énormément de partenaires qui sont de type ISV, qui sont en train de réfléchir ou en train de développer, ou certains ont déjà développé leur workload et vous pouvez en bénéficier dans la plateforme Fabric, ont développé des solutions que vous pouvez directement provisionner. Donc, je sais pas, on peut citer ici le fameux Lumel dont parlait Émilie tout à l'heure. C'est un workload Fabric qui a été fait par Lumel et qui va justement permettre d'étendre les capacités. Donc, vous voyez, on a cette notion un petit peu de marketplace. D'ailleurs, si vous voulez que votre workload que vous avez créé soit rendu public et utilisable par plusieurs clients, vous allez le publier sur la marketplace, sur une solution SaaS, et il va pouvoir après être redescendu dans les différents tenants clients qui ont envie de consommer votre workload. Je tiens à dire que ce workload n'a pas forcément vérité à être public. Vous pouvez avoir un workload qui peut être partagé par beaucoup de clients, mais vous pouvez avoir un workload qui est votre application d'entreprise, votre déclinaison d'une application dans l'entreprise que vous allez publier dans Fabric et qui reste privée à votre tenant. Et donc, c'est là où ça devient intéressant. Vous avez une application, vous pouvez avoir dans différents workspaces, vous faites New Item et vous redescendez votre application dans les différents workspaces. Donc, ça devient très, très, très puissant. Alors, on a fait une petite démonstration. Comme le disait Romain au début, on a accès à ces outils, on a créé des choses. On connaît beaucoup les démonstrations Microsoft sur les taxis new-yorkais. On connaît maintenant avec les AI Tours la nouvelle approche de e-commerce avec avec la démonstration Zava. Nous, on a fait une démonstration qui est un petit peu particulière, qui est le monitoring d'une flotte de montgolfières dans le centre de la France, au-dessus des châteaux de la Loire. Donc, on a fait toute une vidéo et je vous propose justement d'expliquer cette démonstration. Donc, tout part de ce fameux concept de workload. Donc, dans Microsoft Fabric, vous voyez, si on clique sur l'onglet workload, vous avez tous les workloads partenaires. Et là, on a été créé un workload qui s'appelle Skyknife Fleet Manager. Vous allez pouvoir décrire ce workload, donc ça va nous faire des beaux dashboards, vous allez voir. On peut faire voir un petit peu une description, vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre le lien Git sur votre workload, etc. La première chose que l'on a fait, c'est on a été simuler une télémétrie de montgolfière avec tous les artefacts de la montgolfière, avec le niveau de propane, l'altitude, la télémétrie sur le vent et autres, avec une petite application assez sympathique sur laquelle on peut même déclencher des alarmes. Par exemple, on a une alerte sur un niveau de propane qui est très faible sur une montgolfière. Et derrière, on va récupérer toutes ces informations dans Fabric. Tout ça est streamé dans Fabric et par exemple, on peut déclencher directement avec l'activator des alertes parce qu'on a reçu une télémétrie sur par exemple un niveau de propane trop faible. On va derrière stocker toutes ces informations directement dans une base très orientée time series, un event house, qui va nous stocker toute la télémétrie qui est remontée. On a été même jusqu'à créer une ontologie dont
un système de vision des différents domaines. Alors bien sûr, on va aller matérialiser les ballons, les pilotes, les montgolfières, les pilotes, les vols, les sites, les zones de restriction de vol, etc. Et derrière, ça va nous générer un graphe complet avec les différentes entités et les relations entre les entités et les attributs qui sont portés par ces entités. Donc ça, c'est intéressant parce que derrière, on va pouvoir aller analyser toutes ces entités directement dans notre workload. Et donc, vous vous retrouvez dans votre workload qui a été créé. Vous voyez, c'est très, très, très customisé. On n'a pas l'impression d'être dans Fabric. Si vous enlevez le menu à gauche, on n'a absolument pas l'impression d'être dans Fabric. Vous avez en temps réel, et vous voyez avancer les différentes montgolfières sur la carte au-dessus des différents châteaux de la Loire. Si vous cliquez sur les montgolfières, vous zoomez dessus. Vous avez l'historique des vols. Vous avez les différentes alertes. Vous avez toute la notion de télémétrie qui est remontée. Mais ce que l'on a fait, on a été aussi encapsulé un agent directement à l'intérieur du workload dans Microsoft Fabric. Et la particularité de cet agent, c'est qu'il est backé par Microsoft Foundry avec un modèle GPT à qui on a donné l'accès à un certain nombre de serveurs MCP, par exemple la météo, les vents, etc. Et vous pouvez directement, par exemple, là dire à l'agent, donne-moi un statut de ma flotte de montgolfières. Et il va aller chercher la télémétrie et vous donner un statut de la flotte de montgolfières. Vous pouvez lui dire aussi quel montgolfière est en danger ou quel montgolfière est soumis à des vents très forts. Et donc là, il va aller activer les serveurs MCP et retourner en plus de la télémétrie les différentes informations. On a été aussi jusqu'à lui donner l'ontologie en source de cet agent. Donc il n'a pas juste accès à la télémétrie, mais à toute l'ontologie. Vous voyez ici les ballons, les vols, vous pouvez naviguer entre ces différentes entités, mais vous voyez du coup tous les attributs qui peuvent être requêtés par l'agent directement dans le workload. Donc, tout ceci pour dire que ce workload amène l'information directement au business dans une application qui lui est propre et qui lui est très métier. Ici, vous avez affaire à quelqu'un qui gère les opérations sur une fleet. Et vous voyez qu'on déborde complètement de cette juste notion de plateforme Fabric avec en embarqué toute cette notion de métier directement dans Microsoft Fabric. Donc, on a rendu public ce repository. Donc, vous avez l'adresse ici ak.ms Skynav. Vous pouvez complètement vous projeter dans ces workloads. Vous pouvez complètement recréer cette démo de votre côté en installant les différents artefacts. Si vous ne voulez pas aller aussi loin que la démonstration Skynav, il existe aussi une adresse pour le Extensibility Starter Kit qui va vous permettre de faire une sorte de Hello World sur les workloads, donc de publier dans Fabric un Hello World sous la forme d'un workload. Et ils ont fait les choses, ils ont commencé à faire les choses vraiment, enfin c'est très bien fait maintenant parce qu'ils ont publié justement à la FabCon une skills qui va vous permettre, si vous avez un GitHub Copilot ou autre, de directement en langage naturel de commencer les développements et en vibe codant, en allant directement à l'essentiel et en commençant à publier des choses. Bien évidemment, c'est pas production ready, il va falloir revoir le code. C'est pour ça que Skynav que vous avez vu tout à l'heure est très production ready. Vous allez avoir toutes les étapes pour rentrer en production votre workload. Mais voilà, je trouve que cette extension de la plateforme Fabric vers les applications est vraiment une avancée majeure que l'on a aujourd'hui sur la plateforme. Super, merci beaucoup. Vous l'aurez peut-être compris, hein, on a rédigé le livre The Definitive Guide to Microsoft Fabric ensemble avec Fred, Christopher, qui devait être sur scène aussi lors du Fabric Roadshow et aussi Jean-Pierre Riel. On a écrit un livre, donc on a essayé lors de cette présentation des nouveautés de la FabCon de coller à peu près à nos chapitres parce qu'on imagine aussi mettre à jour notre livre et donc se tenir toujours au courant des nouveautés. N'hésitez pas à profiter, puisqu'on a demandé à notre éditeur Pacte d'avoir un discount pendant cette période, à utiliser le discount qui offre, je crois, 10 à 15 € de réduction sur le livre et ce jusqu'au 5 avril. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à en profiter. Merci à vous deux. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Phare Data. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt. Merci, Merci, à bientôt.